pour l'invitation. Merci pour les gens qui sont venus pour participer à cette journée. Je vais présenter un chapitre sur la neurobiologie de l'addiction. Connaître la neurobiologie de l'addiction nous permet non seulement de savoir comment les substances agissent au niveau du cerveau, mais aussi permet aux recherches de trouver quelques solutions, quelques traitements pour les gens qui utilisent ou qui sont dépendants à des substances. Avant de commencer de la neurobiologie, on va parler un petit peu d'histoire. Je pense que mes collègues ou mes aînés qui sont passés avant moi, nous en parlaient assez. L'histoire de l'homme avec les drogues et l'alcool revient à l'Antiquité, qui a été utilisée soit dans un but antalgique pour soigner ou dans un but festif. Ça peut être aussi utilisé dans certaines religions comme en Inde ou comme certaines religions égyptiennes. La médecine grecque aussi a utilisé l'opium en signalant déjà, depuis la médecine grecque, on a déjà commencé à signaler que les substances peuvent être nuisibles pour l'individu. Donc, désolée, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'une substance psychoactive? Avant, on parlait, toutes les substances, on les nommait comme drogue, alors que le mot drogue désignait en réalité drug ou un médicament qui a été utilisé par les anciens pharmaciens. On a préféré utiliser le nom substance psychoactive parce qu'en réalité, elle agit au niveau du cerveau en modifiant soit les fonctions, soit les neurotransmetteurs qui sont responsables des fonctions au niveau du cerveau. Donc, une substance est dite psychoactive lorsqu'elle agit au niveau du cerveau, modifiant certaines de ses fonctions. Les changements peuvent être au niveau de la perception, ce qui se passe au niveau des organes du sens, de ce qui est visuel, comme les champignons hallucinogènes. On voit des choses, des hallucinations, ça modifie la vision des choses. Aussi, en modifiant tout ce qui est tactile, les sensations, le goût, ce qui est le cas pour le cannabis, les patients nous disent que le goût est plus agréable quand je prends un joint. J'apprécie beaucoup la nourriture quand je prends mon joint. Donc ceci est dû à des modifications en différents aspects sensoriels. Aussi, elle modifie non seulement les perceptions, mais aussi l'humeur. Il y a des substances qui font que l'humeur va changer d'un pôle à l'autre. Soit elle sera exaltée, soit elle sera inhibée. On trouve aussi la modification de la conscience et du comportement des personnes qui vont devenir irritables, excitées. Donc, toutes ces substances agissent sur les différentes composantes du cerveau. Les effets peuvent être psychiques ou physiques et qui sont variables d'une substance à une autre, d'une dose à une autre. Les effets ressentis aussi sont perçus soit comme agréables, c'est ce qui est décrit par les patients qui utilisent pour la première fois soit la cigarette, soit un joint de cannabis ou autre substance. Il y a des personnes qui continuent à utiliser parce que c'est une sensation agréable et ça déclenche un circuit de plaisir au niveau du circuit de récompense. D'autres, ça donne une sensation désagréable. Il y a des patients qui ont utilisé pour une première fois un joint, ce qui a donné une sensation de déréalisation ou de dépersonnalisation. C'est des personnes qui se sentent coupées, qui a un changement de l'environnement, ce qu'on appelle une déréalisation, et qui ne réutilisent plus la même substance. Donc, toutes les sensations est aussi un paramètre qui cadre un petit peu la suite de l'utilisation, est-ce qu'on va être dépendant ou pas. Les substances psychoactives peuvent engendrer des troubles liés à leur usage ou mésusage, c'est-à-dire soit on les utilise de façon abusive ou soit on les utilise par une voie qui n'est pas adaptée à leur utilisation. Donc, elles peuvent être naturelles, comme ce qui est le cas pour le cannabis, les champignons hallucinogènes. Elles peuvent être synthétiques. Dans le gamme de substances synthétiques, elles peuvent être licites ou illicites. Mais les substances licites sont réglementées, ce qui est le cas pour l'Erica, pour certains benzodiazépines.
Par contre, certaines substances qui sont synthétiques, mais ils sont illicites, le cas de l'ecstasy. Pourquoi préfère-t-on aujourd'hui ce terme de substance psychoactive que de drogue? J'en ai déjà parlé, parce qu'en fait, drogue veut dire un médicament et qui ne veut pas dire obligatoirement, de façon obligatoire, une substance qui peut nuire au cerveau ou à l'organisme en général. Alors, comprendre la neurobiologie, ceci veut dire qu'il y a des structures au niveau du cerveau qui sont impliquées dans les troubles liés à l'utilisation de substances. Ces régions dans le cerveau sont régulées par certains neurotransmetteurs ou des substances qui sont sécrétées par le cerveau. Il s'agit de circuits de récompense. C'est le circuit de plaisir humain qui n'est pas impliqué seulement dans le trouble lié à l'utilisation des substances, mais aussi dans tous les plaisirs humains. Alimentation, plaisir sexuel, le fait de sortir, de partager quelque chose de plaisir. Il y a des régions dans le cerveau qui sont activées par le biais d'une substance qui est la dopamine, et ça donne cette sensation de satisfaction. Les régions sont, on a le cortex préfrontal, le noyau accumbens, l'amygdale et l'aire tegmentale ventrale. Comment ils agissent? Ils agissent en modifiant les différentes structures, les différentes fonctions, la mémoire, les mouvements, la conscience, la perception, les différentes fonctions des organes de sens. Alors, la voie biologique commune à toutes les substances est la dopamine, la fameuse dopamine, substance de plaisir. Donc, toutes les substances pratiquement engendrent une activation du circuit dopaminergique. Quand on active le circuit de la dopamine, on a cette sensation de plaisir, que ce soit par les substances psychoactives ou par toutes les activités de plaisir. Ces substances, ils vont engendrer une augmentation de la concentration dans le noyau accumbens, qui lui-même lié aux autres structures du noyau, du circuit de récompense, d'où cette sensation de plaisir. Donc, l'activation de dopamine va donner la sensation de plaisir, mais aussi il est difficile d'expliquer cette sensation, parce que ce circuit, il n'est pas seulement réglé par la substance par voie biologique, mais par aussi tous les organes et l'environnement qui nous entourent. Le fait de voir la substance qu'on a l'habitude de prendre peut stimuler le circuit de récompense. L'exemple le plus simple, c'est pour les gens qui prennent beaucoup de café, qui sont addicts au café. Au mois de Ramadan, le fait de sentir l'odeur du café déclenche cette sensation ou ce besoin de consommer du café. Donc, au premier temps, il y a toutes les voies qui mènent à l'accès de la substance, qui donnent cette sensation de plaisir. Ce qui s'ensuit sont, en premier temps, la sensation de plaisir, puis après les conséquences qui peuvent être engendrées par cette substance. Les circuits clés de la dépendance, on a la dépendance psychologique qui est réglée par la dopamine. Si vous voyez, le premier signe, c'est le signe de la dopamine, qu'on le trouve dans le noyau accumbens et l'aire tegmentale ventrale, et d'autres substances comme les opioïdes, les peptides et les endorphines, qui sont plutôt responsables sur la dépendance physique. Les théories qui ont tenté d'expliquer cet aspect de trouble lié à l'utilisation des substances, la première théorie, c'est la théorie de plaisir. Quand on consomme la substance, quand on fait un comportement qui nous fait plaisir, parce qu'actuellement, les troubles addictifs ne sont pas seulement des troubles liés à l'utilisation d'une substance, mais peuvent être des troubles purement comportementaux, c'est-à-dire il y a une addiction à l'Internet, une cyberaddiction, il y a des achats compulsifs, il y a des gens qui achètent de façon compulsive et ceci donne cette sensation de plaisir sans pouvoir arrêter ce comportement. Il y a aussi des compulsions sexuelles, plusieurs comportements qui peuvent engendrer une addiction sans qu'il y ait une substance bien précise qui sera à l'origine de ce comportement. Donc, à la première phase, on a cette sensation de plaisir. Quand on fait un comportement, on prend une substance qui nous donne plaisir par la voie de la dopamine, on a envie de répéter. D'où la répétition du comportement.
La deuxième théorie, c'est le processus opposé. Étant donné que les effets positifs à la même dose ou à la même durée du comportement sont restés les mêmes ou diminuent, par contre les effets négatifs augmentent. Par conséquent, on a besoin d'augmenter soit la durée du comportement, soit la dose ou les fois on répète plusieurs fois la consommation, ce qui est expliqué dans la théorie de processus opposé. Autre théorie, c'est la théorie de sensibilisation, et dans ce cas-là, c'est le wanting et le liking. Dans cette théorie, on explique que l'augmentation du vouloir ou le wanting, le fait de vouloir consommer, est plus importante, ce qui conduit à l'usage compulsif ou répété d'une substance ou d'un comportement. Les substances psychoactives perturbent la transmission entre les neurones, c'est-à-dire le neurone, il a une information à transmettre, c'est un influx nerveux. À la fin du neurone, on a une substance chimique qui sont les neurotransmetteurs qui circulent d'un neurone à un autre. Donc le rôle du neurone, il transmet un influx nerveux qui sera transformé en un influx chimique par le biais de plusieurs neurotransmetteurs. Donc ces influx nerveux qui sont transformés en influx chimiques vont être ressentis sous forme de perception, de sensations ou des émotions ou comportements. Donc à l'intérieur d'un neurone, les informations passent sous forme d'une activité électrique appelée l'influx nerveux, des dendrites vers le corps cellulaire, où elles sont traitées, puis du corps cellulaire vers l'axone. À la fin de la cellule, l'influx nerveux est transformé vers un influx chimique. Il existe plusieurs centaines de neuromédiateurs et ils sont différents. On trouve la dopamine qui est la plus présente dans le cerveau et pratiquement dans tous les aires cérébrales. La sérotonine, la noradrénaline, l'endorphine, les cannabinoïdes, les opioïdes, l'acétylcholine. Les neurotransmetteurs les plus impliqués dans l'addiction sont la dopamine, les endorphines et les récepteurs cannabinoïdes. Les fonctions des neuromédiateurs. Le neuromédiateur ne véhicule pas seulement l'influx nerveux, mais il est responsable sur la régularisation de la quantité des neurotransmetteurs au sein des neurones du cerveau. Donc on va voir ici dans le schéma, vous voyez qu'il y a plusieurs neurones. Ça c'est la neurotransmission du GABA au niveau du noyau accumbens. Regardez, il n'y a pas seulement la transmission qui se fait par plusieurs neurones vers un neurone, mais aussi la régularisation de la quantité du neurotransmetteur au sein de chaque cellule nerveuse. Donc, on a dit qu'il véhicule l'information et aussi il régule la quantité ou le circuit de l'information des neurotransmetteurs au niveau du cerveau. Il faut savoir qu'il y a plus de 100 milliards de neurones dans le cerveau et chaque neurone étant lié aux connexions avec des milliers de neurones. Donc, une substance psychoactive dont la structure moléculaire est similaire aux différents neurotransmetteurs du cerveau, automatiquement aura le même effet que la dopamine. S'il y a une substance qui ressemble à la dopamine, on a le même effet de la dopamine. Si elle ressemble à la sérotonine, elle a le même effet que la sérotonine et vice-versa. Le mécanisme d'action est différent. Certaines, ils imitent le neuromédiateur, pardon. Ils imitent le neuromédiateur et se substituent au niveau des récepteurs, c'est-à-dire prennent place au niveau des récepteurs, ce qui est le cas de la morphine par exemple, qui s'installe dans les récepteurs endorphiniques, la nicotine dans les récepteurs d'acétylcholine. D'autres substances, soit ils augmentent, soit ils diminuent la concentration du neurotransmetteur. D'autres substances aussi bloquent carrément la neurotransmission, c'est-à-dire on n'a plus cet influx nerveux ou on n'a plus cette libération du neurotransmetteur au niveau des neurones. Ce qui est le cas pour l'alcool, par le biais des récepteurs du glutamate et la glycine, qui sont impliqués essentiellement dans les mécanismes de mémoire. Ce qui explique les symptômes après dans l'alcoolisme chronique qu'on a des symptômes qui sont la perturbation de la mémoire. Quelle que soit la modalité d'action, les neurotransmetteurs bien sûr agissent sur la dopamine, ils augmentent, mais en parallèle, l'information n'est pas la même information qui est transmise par la dopamine intrinsèque.
Par conséquent, l'information qui va circuler entre les neurones, elle est altérée et brouillée, les perceptions changent, les sensations aussi, et toutes les zones du cerveau peuvent être affectées. De même, toutes les fonctions psychiques, c'est-à-dire les fonctions exécutives, tout ce qui est planification, raisonnement, résolution de problèmes, et aussi tout ce qui est mémoire et autres les fonctions d'autonomie, par exemple. Pour expliquer la difficulté de certains usagers à arrêter ou à contrôler leur consommation, l'addiction, on a mis le rôle central des neuromédiateurs. Le principal, c'est la fameuse dopamine. Donc, les substances additives ont un effet comme propriété de libérer la dopamine dans un circuit bien précis qu'on a déjà décrit, c'est le circuit de récompense. La libération de la dopamine entraîne un afflux de plaisir et une sensation de satisfaction. Donc, le cerveau demande de continuer la consommation ou de répéter la consommation afin de retrouver cette sensation de plaisir qui est régulée par la dopamine. La notion de plasticité neuronale, c'est une notion récente. Avant, on se disait que le cerveau humain, il se développe devant le stade embryonnaire et après, à l'âge adulte, on n'a plus cette fonction, il est plus malléable. Donc, les études récentes ont montré que le cerveau a une capacité par laquelle le cerveau il peut créer des réseaux neuronaux, il peut défaire des réseaux neuronaux, il peut réorganiser des zones de neurones afin de réorganiser des fonctions. Ce qui a poussé les chercheurs à chercher cette plasticité neuronale chez les personnes qui ont des troubles liés à l'utilisation des substances, c'est cette attitude de maintenir le comportement malgré les conséquences négatives. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui prend de l'alcool malgré les problèmes familiaux, malgré les problèmes professionnels, malgré qu'il n'a plus d'argent. Dans ce cas, ils ont trouvé que ces gens qui ont des troubles liés à l'utilisation de substances ont une difficulté, ont un déficit dans la plasticité neuronale. D'où cette rigidité au maintien dans le comportement. Donc, ils vont s'inscrire dans un cercle compulsif avec une perte de contrôle et installation de troubles liés à l'utilisation des substances. Certains chercheurs aussi, ils ont fait des études sur 2 circuits clés au niveau du cerveau. Donc, on a le premier système qui est le système qui active les neuromédiateurs comme le noradrénaline qui donne cette sensation de tachycardie, d'HTA. Et l'autre, c'est le système qui est le système réglé par la sérotonine qui est responsable sur tout ce qui est impulsion et envie. En physiologie normale ou dans l'état normal des troubles liés à l'utilisation des substances, l'activation d'un système entraîne l'activation d'après le système. C'est-à-dire, ils ne sont pas activés en même temps. C'est le premier qui active le deuxième. En cas d'utilisation d'une substance, on a les 2 systèmes qui s'activent en même temps et on a cette sensation directe. Donc, cette sensation de plaisir est bonne. On ne peut pas dire qu'on n'a pas envie d'avoir cette sensation de plaisir. Le négatif, c'est que cette sensation, cette activation d'emblée peut créer des lésions au niveau du cerveau. Les lésions seront responsables surtout les symptômes émotionnels et d'autres symptômes comportementaux. En résumé, la neurobiologie a permis un petit peu d'expliquer tout ce qui est aspect physiologique de troubles liés à l'utilisation des substances, mais ce trouble reste un trouble multidisciplinaire qui dépend de plusieurs facteurs qui sont culturels, sociaux et psychologiques, d'où l'intérêt actuellement d'une étude multidisciplinaire. Et je vous remercie.